Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, là, pendant une petite demi-heure, à l'invitation du salon, je vais vous faire une petite présentation sur les actions de notre société pour la maîtrise de notre empreinte environnementale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, nous sommes la société Rousseau. La société Rousseau, c'est une société familiale, qui a été créée dans les années 60 et dont le métier est la conception, la fabrication et l'installation de réservoirs réalisés en matériaux composites. Les matériaux composites, donc c'est du stratifié verre résine. C'est ce qu'on va retrouver dans la plupart dans nos matériels. Et ce sont des produits qu'on va destiner à trois principaux marchés. Les marchés de l'agriculture au sens large, donc ça c'est nos métiers les plus traditionnels, c'est les métiers pour lesquels la société a émergé et le plus connu. Donc c'est le stockage des aliments du bétail en exploitation agricole. Vous allez également trouver certains de nos réservoirs dans d'autres types d'exploitation, plutôt pour du stockage de liquide, puisque là on va stocker des engrais qu'on va trouver dans les centres de coopératives ou alors directement en grande culture, et des stockages des vins qui vont récolter en fait le mou, c'est-à-dire le jus des raisins des récoltes, avant que les jus ne passent en distillation. Et là, ce sont des métiers qui sont très récurrents pour nous, très saisonniers. C'est des productions de plusieurs centaines de cuves qu'on réalise tous les ans, principalement implantées dans le Cognacet. Même si on a d'autres références dans l'Armagnac, par exemple. On a également des activités en sous-traitance, également 100% matériaux composites, puisque si on ouvre un petit peu le champ des possibles, plus que la fabrication de réservoirs, on est spécialiste dans la fabrication de corps creux. Qui dit corps creux dit possibilité de fabriquer un certain nombre de pièces pour le nautisme principalement. Donc vous pouvez imaginer des pièces qu'on va retrouver sur du bateau à moteur ou du bateau à voile, et ce corps creux va permettre de passer par exemple des chemins de câbles qui vont permettre in fine d'ajouter une sonorisation à un bateau, c'est ce qu'on va retrouver principalement. On est situé sur deux sites de production qui sont tous les deux dans les Deux-Sèvres. On fabrique 100% de nos produits localement. Pas simplement les réservoirs en matériaux composites, mais également tous les éléments métalliques, mécano-soudés, qu'on va retrouver en plus sur les matériels. Alors ça va être soit des manières de porter le réservoir, donc ça va être des châssis, par exemple des châssis métalliques. Ça va être également tout ce qui est accès, donc passerelles, échelles, crinolines, etc. On va également fabriquer tout cela chez nous, à Fenioux, dans les Deux-Sèvres. Les activités de sous-traitance sont localisées sur un deuxième site. On a un petit peu plus de 100 collaborateurs, environ 115, entre 12 et 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre prestation va pas simplement à la conception, fabrication des matériels, mais on va également en assurer leur livraison, leur mise en place. Donc fixation directement chez les clients sur des semelles béton. Qui dit production industrielle, alors on peut mettre quelques chiffres derrière, ça veut dire aussi production de déchets liés à cette fabrication. Et c'est en cela que c'est un axe de travail particulièrement important pour nous de travailler pour maîtriser notre empreinte environnementale. Il y a des chiffres dont on peut être un peu plus fier que d'autres. Le nombre de pièces qu'on fabrique tous les ans, que ce soit sur les activités de chaudronnerie composite ou les activités de sous-traitance. Donc on va en gros fabriquer entre 1400 et 1500 grosses pièces composites. Par contre, sur chacune des pièces composites, il va y avoir une production de déchets, sur différentes natures de déchets qui vont se faire à l'occasion de la production. Principalement des déchets de découpe, donc ça va être des morceaux de stratifiés en bord de moule, qu'on va venir découper pour avoir un tour de la pièce qui va être lisse, qui permettra in fine d'avoir son assemblage sur les autres parties du réservoir. Et ça va être aussi quelques rebuts de production, des pièces qui ne sont pas bonnes, mais néanmoins totalement stratifiées, qu'il va bien falloir traiter, et pas dans une filière de déchets chimiques, mais dans une filière de déchets spécifiques pour les déchets composites inertes. En gros, la production de déchets de notre industrie à l'année, faut prendre un gros 200 tonnes. 200 tonnes de produits qui n'ont pas d'autre destination à l'heure actuelle que d'aller à la poubelle. Alors sur des filières de tri qui vont être la reprise des ensembles métalliques, qui va être la reprise du composite, je vais y revenir, et puis tout un tas d'autres déchets qui sont spécifiques au composite, comme les déchets souillés, un petit peu de bois, quelques matériaux d'âme, les bâches plastiques qu'on peut utiliser pour faire des pièces en infusion, ce qu'on fait notamment dans le bateau. Donc il y a toute une typologie de déchets qui ont chacune leur filière de retraitement, et qui ne sont pas tout aussi avancés que cela à l'état de l'art de ce qui peut exister sur le retraitement des déchets. La partie des déchets qui, en masse, fait la plus grande partie et qui nous a donné vraiment lieu à travailler cette année, c'est les déchets composites inertes qui, sur en gros la grosse enveloppe de 200 tonnes de déchets produits par an, représentent un tiers de cette production de déchets, donc environ 65 tonnes. On a donc travaillé sur trois axes principaux pour plus maîtriser notre empreinte environnementale.
La première, c'est vraiment la qualification et la maîtrise de notre production de déchets composites et leur revalorisation dans une filière de retraitement qui est le CSR, donc le composite solide de récupération. Je vais expliquer un petit peu plus tard dans la présentation ce qu'il en retourne. On va également intégrer de plus en plus dans nos stratifiés des fibres végétales en remplacement de certaines fibres de verre. Des fibres végétales qui sont identifiées selon des cahiers des charges pour avoir une bonne imprégnation de la résine, ne pas forcer la pièce à être sur résine, donc rajouter du poids de résine, parce qu'on aura un problème d'imprégnation de ces fibres végétales, mais également des propriétés mécaniques intéressantes qui fait qu'on n'est pas obligé de doubler la fibre végétale, et également d'un stratifié qui soit très fort en fibre de verre, puisqu'on viendrait simplement empiler des couches de stratifié, sans vrai gain sur la maîtrise environnementale. Intégrer les matières premières issues du recyclage est également une piste qu'on a investiguée, qu'on a commencé à industrialiser sur certaines typologies de produits qu'on intègre dans nos réservoirs. Je vais les détailler. Enfin, on va, depuis ce milieu de l'année, financer des chantiers de préservation de la biodiversité en lien direct avec notre activité. Plus on produit, plus on finance des chantiers de protection de la biodiversité. Et puis demain, en 2024, il y aura d'autres chantiers qu'on mettra en place et que je vous détaillerai rapidement. Alors, la gestion des déchets, qui est le point principal, on part pas de zéro. Depuis 2019, notre société est engagée dans la certification MAS, ou plus exactement certifiée MAS, puisque cette certification, il y a déjà un travail préparatoire qui permet d'être certifié. Première certification qu'on a obtenue en 2019 et qui nous a été renouvelée pour une période de 3 ans à compter de 2021. On est donc certifié jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et de ce fait, de cet engagement à la certification MAS, on a tout un travail de documentation à faire sur tous les aspects de la politique HSE d'une société, notamment la protection de l'environnement, ce qui nous pousse à qualifier la typologie de nos déchets, à mettre en place des collectes séparées selon les différents types de déchets qu'on va produire, et être dans une logique tout simplement que notre industrie ne soit pas trop à l'échelle locale en opposition avec des contraintes environnementales. Il y a eu vraiment une bascule qui s'est faite, alors qui a été aussi un peu lancée du fait de la reprise de la société. J'ai dit en introduction, on est une société familiale. Première génération a fondé la société, la deuxième génération a développé la société, et puis cette deuxième génération, mon beau-père, a passé la main, de sorte qu'avec mon épouse, on a repris la société, vraiment les rênes de la société en 2021. Et puis les années passant, on est à la campagne, c'est l'usine à la campagne, donc on a quand même un petit peu de surface, les matériels s'entassent, que ce soit des déchets de production, des vieux matériels qu'on aurait repris, etc., etc. Et du coup, on avait derrière nous un champ derrière l'usine qui était simplement composé de beaucoup de matériel qui s'était entassé pendant une vingtaine d'années. Une de nos premières actions était de faire un petit peu table rase de cet endroit qu'on baptisait sous le joli terme poétique de cimetière, pour en fait retraiter, pour voir clair de toute façon sur la surface qu'on pouvait vraiment exploiter sur le site. Rien qu'en faisant ce travail-là, c'est plus de 85 tonnes de déchets composites qu'on a retirés, plus une centaine de tonnes de déchets métalliques. Alors pour le coup, on a été un petit peu chanceux. C'était en 2022, au moment où le cours des métaux était au plus haut. Et juste au moment où on commençait à s'intéresser à la démarche CSR, un premier prestataire a commencé à dire, bah voilà, globalement, je te prends tes métaux, je te reprends tes composites, le prix de revente des métaux, ça va payer plus ou moins le coût de retraitement des déchets composites. In fine, on était gagnant de l'ordre de 5 et 6 000 euros sur l'opération. Donc j'ai récupéré plus d'1 hectare exploitable, j'ai gagné 6 000 euros, et puis j'ai commencé à m'intégrer dans la démarche du CSR. Vraiment, et puis très valorisant aussi pour les équipes de production déjà en place, de voir que la direction se bouge pour dégager tout un tas de vieux déchets qui n'étaient pas terribles pour l'image de la boîte. Notre société les situe juste à un endroit d'un GR. Donc il y a un petit peu de passage quand même, donc autant que ça fasse propre. Donc ça nous a vraiment mis un déclic. Ça a commencé aussi, cette démarche-là, ça s'est accompagné d'une réflexion plus large sur la volonté de lancer de nouveaux produits. Lancer de nouveaux produits parce que des produits qui étaient existants dans la gamme avaient tout simplement nécessité d'être renouvelés pour refaire un petit peu d'appétence auprès de nos distributeurs. Comment on amène des nouveautés dans notre gamme de produits, on va proposer des nouveaux volumes, des nouvelles formes de matériel, ou commencer à intégrer de nouvelles formes de stratifiés qui vont apporter des propriétés intéressantes. Alors sur le vent, on va plutôt chercher de l'opacité. Sur d'autres secteurs d'activité, on va plutôt chercher un rappel avec le fait qu'on est très fortement positionné sur le métier de l'agriculture, donc faire apparaître de la fibre végétale. Et puis, on va commencer à avoir ce discours sur le fait que intégrer la fibre végétale, plus maîtriser notre déchet de production composite, c'est vertueux. Et l'agriculture ou la plasturgie sont des secteurs d'activité qui sont suffisamment attaqués
sur parfois le non-respect de certaines contraintes environnementales, qu'à notre échelle, c'est à nous de faire des petits mouvements, des petites actions pour aller dans le sens d'une production plus vertueuse. Donc, lancer de nouveaux produits qui ont été éco-conçus dès le départ avec l'intégration de vivre végétal, j'y reviendrai. On a repriorisé aussi tout un tas d'achats de matières premières qui composent le stratifié, qui étaient pour certaines sourcées depuis l'Asie. L'Asie, c'est des productions qui ne sont pas forcément fabriquées avec les mêmes cahiers des charges sur la maîtrise environnementale que ce qu'on peut trouver dans des usines françaises ou européennes. Ça ne va pas être non plus la même empreinte carbone qui est liée au transport de ces matériels pour arriver dans l'usine de transformation qui peuvent être européennes mais avec des produits qui sont sourcés de très loin. Donc on a relocalisé aussi tout un tas de nos matières premières qui composent le composite sur des usines de transformation européennes et françaises. On a modifié certains modes de fabrication et de pièces déjà existantes pour passer de mode de fabrication un peu plus artisanal sur le composite, qui sont la projection simultanée ou le moulage contact, pour des pièces qui sont réalisées maintenant en RTM ou avec des technologies qui permettent d'avoir des taux de verre supérieurs. Taux de verre supérieur, c'est-à-dire qu'on a une pièce qui est plus légère, mécaniquement plus performante et qui est moins chargée en résine. La résine qui est un produit qui est à la base dérivé du pétrole. Donc tout ça est une logique assez vertueuse. Des produits plus légers, plus solides et plus vertueux dès leur conception. Et puis, on le faisait déjà, mais le fait de faire ce gros ménage de printemps début 2022, ça nous a permis de continuer dans cette logique de séparation des matériels. On avait, selon les produits qui en sont constitués, on avait des silos qui étaient sur le parc, qui étaient encore montés avec leur châssis métallique et leur coque composite. La première étape, c'était de séparer les aciers du composite pour que les déchets partent dans les bonnes filiales. Et ça, ce tri sélectif des matériels qu'on reprend, il est d'ores et déjà systématique. C'est-à-dire que nous, on fait cette première étape de déconstruction des vieux matériels pour que les produits partent dans les bonnes filières de retraitement. Et puis, le fait d'avoir fait ce gros ménage, avant on avait un grand champ, on n'y voyait rien. Il nous est resté que les matériels qui étaient revendables en seconde main après une révision ou une restratification. Le composite, il a ses vertus qu'il est facilement réparable, facilement remettable dans le circuit. La réutilisation, c'est sur la pyramide de gestion des déchets, c'est pratiquement le mieux. Si la prévention, c'est la non-fabrication d'un déchet, la réutilisation d'une production pour une deuxième vie, c'est ce qui est le plus vertueux plutôt que de fabriquer un nouveau matériel. Pourquoi on fait ça? On ne fait pas simplement ça parce qu'on est des philanthropes. On le fait aussi parce qu'on est une entreprise qui a des impératifs économiques. Et j'en vois au moins deux des impératifs économiques à vraiment prendre en compte dans cette démarche-là. C'est que les coûts des enfouissements des déchets est voué à exploser et à commencer à augmenter très largement ces dernières années. Ça va continuer. Et puis il arrivera un moment où on va taper un mur réglementaire. Ce sera 2025, ce sera peut-être 2026, ce sera peut-être un peu plus tard. En tout cas, il faut se préparer à l'avance. Si du jour au lendemain, il y a des règlements qui indiquent qu'on ne peut plus enfouir un déchet plastique ou thermodurcissable, puisque nous on est assimilé plastique, mais on est plutôt sur du thermodurcissable, et si on n'a pas travaillé en amont une filière de retraitement de ces déchets composites, on va se retrouver avec beaucoup de marchés qui vont se fermer, puisque les questions que vont nous poser nos clients, c'est comment vous retraitez vos déchets, dans quelle filière vous êtes inscrit dans le retraitement de vos déchets, quelle est l'empreinte carbone par exemple de vos produits par rapport à d'autres productions. Ça rentre de plus en plus dans les cahiers des charges de certains de nos acheteurs, notamment dans le traitement de l'eau, dans les secteurs environnement sur lesquels on travaille. Alors choisir un prestataire pour faire du retraitement en CSR, ça a l'air simple comme ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout, puisque l'état de l'art n'est pas énorme sur le sujet. Et alors, on n'est pas parti tout seul à l'aventure. Rousseau est adhérent à un syndicat des plasturgistes qui s'appelle Polivia, qui est le regroupement qui s'est opéré il y a 2-3 ans d'un certain nombre d'organisations plus locales qui intervenaient pour protéger les intérêts de notre filière. Et Polivia, via son bras armé technique qui s'appelle IPC, a édité en début d'année dernière un livret qui s'appelle le livret grec, qui se faisait fort de faire l'état de l'art des modes de retraitement des déchets dans le composite. Parmi ceux-là, ce qui a particulièrement retenu notre attention, puisqu'on sait que les filières de recyclage mécanique et chimique n'existent pas encore à l'échelle industrielle dans le composite, c'était de voir ce qui pouvait être le plus abordable en termes de coût de retraitement, le plus transformable en termes de volume, et puis ce qui était possible à l'échelle locale aussi. Il ne s'agit pas pour nous d'envoyer nos déchets composites à l'autre bout de la France ou dans un pays à l'étranger pour que ce retraitement se fasse à l'étranger, puisqu'on perdrait tout l'avantage de ce qu'on cherche à faire, à savoir réduire notre empreinte environnementale, on mettrait tout dans le transport. On a fini par trouver, à force d'à-force, une société qui assure la prestation de reprise de nos matériels.
ils nous fournissent des bennes qu'on vient remplir spécifiquement avec des déchets composites de bord de découpe, si tant est que nous on ait fait l'étape de déconstruction dans un premier temps. Ils vont broyer ces déchets pour les envoyer dans un autre site de retraitement où ces billes de composite vont se mélanger avec d'autres billes, d'autres déchets plastiques, d'autres filières, les filières automobiles notamment. Et en fait, nous, notre produit de sortie, issu de nos fabrications, c'est une préparation CSR qui va se mêler à d'autres composés plastiques du CSR. Et ces billes-là vont se retrouver globalement dans des cimenteries. Alors pourquoi les cimentiers s'intéressent particulièrement à cette filière-là? Puisqu'en fait le CSR, ce mode de combustion, vient en remplacement notamment du charbon ou du gaz pour la fabrication du clinker, qui est une des premières étapes qu'on va retrouver dans les cimenteries, qui rentre dans la fabrication du ciment. Et en fait, plutôt nos cimentiers, ils y voient des intérêts, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, ils payent des amendes liées en fait à leur empreinte carbone, et le fait de shifter leur chaudière en étant alimenté sur du CSR, bah, ça va venir en décrémentation. En fait, ça ne vient plus pour eux en termes de poids carbone dans leur mode de fabrication. Donc ils investissent en fait massivement dans de nouvelles chaudières qui sont destinées de A à Z maintenant à intégrer du CSR et non plus du charbon ou du gaz. Et on a la chance dans notre écosystème, donc on est situé par là, bah, d'avoir à la fois le retraiteur qui est proche, donc on a peu de coûts de transport, et la filière de sortie qui est la cimenterie, puisqu'on a une des plus grandes cimenteries de France qui est au nord des Deux-Sèvres, donc dans un rayon de 30 à 40 km de l'usine. Donc entrée-sortie. On peut mesurer du coup, alors les données sont à fin octobre 2023, sur nos deux sites, du coup on a installé des bennes particulières qui collectent spécifiquement les déchets destinés à un retraitement en CSR. Le site principal a été équipé en janvier 2023. Le site secondaire a été équipé en juin 2023, donc c'est le site qui s'occupe de toute la fabrication de pièces destinées au nautisme. On a pu baisser assez drastiquement la production de nos déchets qui étaient destinés avant au DIB, donc déchets industriels banals, pour l'envoyer dans cette filière de composites solides de récupération. Donc on n'est pas en année pleine, mais on a bien comme ambition l'année prochaine en année pleine, si tant est qu'on soit aussi rempli dans notre usine l'année prochaine que cette année, d'aller doubler en fait cette production de déchets qui vont aller dans cette filière-là, pour diminuer d'autant la production de nos déchets industriels banals qui ne sont à l'heure actuelle pas encore admissibles pour entrer dans cette filière. On a également des travaux qui vont intervenir au mois de décembre pour voir si on ne peut pas rajouter à cette filière de CSR d'autres déchets de production qu'on s'est refusé dans un premier temps de rentrer dans cette filière-là. Il fallait déjà qu'on ait l'acceptation de nos retraitements, du retraiteur de nos déchets-là. Il a monté une ligne complète spécifiquement pour ça. Donc, est-ce que les broyeurs sont bien dimensionnés? Est-ce que le tri est facile par les opérateurs qui sont à bord de ligne? Est-ce qu'il n'y a pas d'opérateurs qui se blessent, par exemple, liés à la spécificité du composite, où il peut y avoir un petit peu de fibre un peu coupante par rapport aux autres? Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont pris en compte par notre retraiteur pour avancer sur cette filière-là. Si demain, on a d'autres typologies de déchets un peu importantes chez nous qui peuvent entrer dans cette filière, je pense notamment au carton souillé, parce qu'on a des pièces qui sont assez volumineuses. La résine, dans le cadre de l'environnement filamentaire, il y a quand même une part de la résine résultante qui va tomber du mandrin. Si jamais on a un petit peu de cette résine qui tombe sur les cartons, ce qui nous donne ce tonnage de carton souillé qui peut repartir dans cette filière-là, sachant que ce qui est recherché dans un CSR, c'est quand même qu'on a un pouvoir un peu calorifique de ce qui est envoyé. La fibre, elle se calcine, elle ne brûle pas, elle ne dégage pas d'énergie. Par contre, le carton souillé, oui. Et le stratifié qui se compose d'un peu de fibre végétale également. Alors là, ça peut être aussi un tonnage supplémentaire qu'on va rajouter, qu'on va ramener dans cette filiale-là. Pour l'éco-conception, l'enjeu il est multiple. Il est pour nous de continuer d'innover dans nos fabrications de stratifiés, de ne pas fabriquer demain les matériels tels qu'on les fabriquait depuis les années 60-70 pour certains, même s'il y a eu des gaps technologiques qui sont faits au fur et à mesure. On est passé de la projection simultanée à l'enroulement filamentaire. On a obtenu de très bons résultats sur des pièces en infusion qu'on fabrique en sous-traitance pour des chantiers navals très prestigieux. Donc on maîtrise tout un tas de technologies de fabrication composite au niveau de l'état de l'art. Néanmoins, et c'est par le notice que ça nous est arrivé, on nous a fait les premières demandes de hey, est-ce que vous pourriez remplacer ou intégrer un peu de fibre végétale en remplacement de fibre de verre? Bon, chiche, pourquoi pas? Il y a quelques fournisseurs qui ont commencé à se mettre sur cet écosystème-là pour les personnes qui sont très calées sur le composite ou qui cherchent vraiment à avoir un intérêt. Alors je vais peut-être faire une pub pour un autre salon, et le salon du GEC Composite, qui est organisé tous les ans à Villepinte.
c'est un salon qui a plein d'événements aussi dans le monde, on voit de plus en plus de fournisseurs de fibres végétales qui obtiennent de très bons résultats auprès de produits transformés qu'on trouve même dans le bâtiment. Par exemple, la société auprès de laquelle nous prenons cette fibre de lin, c'est une société qui est rentrée dans la conception d'un pont pour piétons qui est planté aux Pays-Bas. Donc ça nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience sur le vieillissement de ces fibres végétales, leur tenue mécanique dans le temps, s'il y a des modes de fabrication particuliers, ou des contraintes de fabrication particulières, ou même de stockage de ces fibres de lin à prendre en compte par rapport à la fibre de verre. Donc ça nous permet d'avoir ces retours d'expérience-là. Et in fine, ça nous a mis le pied à l'étrier aussi. On a commencé à concevoir des gammes de silos, où spécifiquement dès le départ, on s'est dit qu'on allait remplacer de la fibre de verre par de la fibre de lin. Donc on a commencé par les silos les plus petits, parce qu'il y a moins de contraintes mécaniques, et puis de proche en proche, au fur et à mesure de l'expérience qu'on gagne, on fait des pièces de plus en plus grandes, où on va rechercher pas simplement à remplacer mécaniquement de la fibre de verre par de la fibre de lin, mais aussi à profiter d'autres avantages de cette fibre de lin pour la conservation d'un produit en particulier. Donc on a eu un prix de l'innovation fin 2022 en présentant ce petit silo Ministar, 2,5. Depuis 2023, on va intégrer de la fibre de lin dans des silos qui vont aller jusqu'à 8 mètres cubes, 8,5 même pour des silos avec des cônes déportés. On va remplacer cette fibre de verre par de la fibre de lin sur des pièces relativement peu structurelles mais assez imposantes, par exemple des couvercles de trémies qui peuvent faire jusqu'à 12 mètres cubes, ou alors des petites pièces d'aspect où on va chercher un aspect esthétique en plus de l'aspect environnemental. Depuis cette année, on a commencé à intégrer de la fibre de lin sur des cuves à vin. Alors pourquoi on le fait? Dans cette même logique de maîtrise de l'empreinte environnementale, mais aussi pour chercher les propriétés d'opacité de cette fibre végétale par rapport à une fibre de verre qui, une fois imprégnée de résine, reste totalement transparente. Plus j'ai une cuve qui est opaque, plus j'ai un vin qui est non seulement protégé des UV, ça c'est les top coats qui font ces traitements anti-UV, mais aussi protégé de la lumière, et ça vise à avoir une meilleure conservation des vins aussi. D'où le fait qu'on ait breveté cette technologie de fabrication pour que tout simplement on ne puisse pas être copié, quoi. Demain, l'année prochaine, il y a d'autres marchés qui seront très à l'écoute de l'intégration de ces fibres végétales, notamment les cuves en engrais. Alors pourquoi? On le fait aussi dans une logique d'économie circulaire. La fibre de lin, c'est une production qui est à 80% européenne, 50% française. La fibre de lin, en gros, elle est cultivée en France de la Normandie à ici, Nord-Pas-de-Calais. Donc là encore, c'est une matière première qui est cultivée en France, d'origine française. Cette matière première, elle est issue d'adhérents d'une coopérative, et c'est cette même coopérative-là qui a réinternalisé en France ces ateliers de filage et de tissage des fibres de lin, profitant d'un écosystème local où il y a quand même des formations très avancées sur les métiers du textile. Il y a quand même une empreinte des métiers du textile qui est forte dans le nord de la France. Donc il y a 2 unités de production qui étaient en Pologne qui sont revenues en France. C'est ce qui s'appelle la French Filature, pour ceux que ça intéresse. Et c'est notamment cette même société qui a fourni... Alors, si vous avez regardé le rugby récemment, vous avez peut-être vu Emmanuel Macron dans un stade de rugby avec une écharpe bleu-blanc-rouge. Cette écharpe bleu-blanc-rouge, elle est faite avec les mêmes fibres de lin que les fibres de lin qu'on met dans nos silos. C'est pas exactement le même grammage, mais c'est exactement la même. Et de ce fait, demain, ce qu'on compte faire, c'est on se fait fournir des fibres de lin par cette coopérative qui assure la transformation des fibres et du coup son application dans les métiers du composite qui sont les nôtres. Demain, j'ai bien l'intention de leur vendre les cuves en engrais pour qu'ils puissent faire pousser de plus en plus de lin en France et que de proche en proche, la filière se développe avec de plus en plus de volume de lin pour assurer de bonnes récoltes, qu'il y ait une stabilité des prix et que ça puisse tout simplement faire du business. Donc il est totalement possible, en tout cas dans nos métiers, de combiner maîtrise de l'empreinte environnementale mais aussi développement business. En tout cas, on le fait aussi pour ça. Pour le moment, sur tous nos métiers de l'industrie, on ne le fait pas, parce qu'on pense qu'il y aurait peut-être une acceptation un petit peu différente de certains métiers sur l'intégration de fibres végétales par rapport à de la fibre de verre. Ça changera fatalement, parce que de proche en proche, on sera de plus en plus objectivé sur des poids carbone de nos produits, et puisqu'on sait de plus en plus démontrer que le poids carbone de nos produits, il est réduit à mesure que j'intègre de la fibre végétale en complément de ma fibre de verre, eh bien ça va nous donner de meilleurs scores qui feraient que effectivement, demain, quand on compare une fabrication 100% composite et une fabrication où le stratifié il est aussi composé de fibres végétales, ça va nous permettre de rentrer sur des marchés où on ne pouvait pas rentrer à l'heure actuelle parce qu'il y avait une assez mauvaise connaissance des modes de retraitement de ces déchets-là aussi. Pour ce qui est des matériaux issus du recyclage, c'est également une piste qu'on travaille. Alors, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que à l'heure où on se parle,
nos produits de base, les fibres de verre et les résines, thermodurcissables, recyclables, ça n'existe pas. Il y a certains chimistes qui ont commencé à lancer sur le marché des résines thermoplastiques qui sont recyclables. Notamment, je pense à un chimiste, Arkema, sur la résine hélium. Nous, on travaille exclusivement de la résine thermodurcissable et cette résine thermodurcissable, son état de l'art, à l'échelle industrielle, c'est le CSR. Demain, ce sera peut-être le recyclage mécanique ou le recyclage chimique. Donc là, on sera bien sûr au rendez-vous pour aller s'inscrire dans cette filière-là. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Des fibres de verre qui sont issues du recyclage, c'est compliqué. Parce que séparer, remettre du monomère dans un polymère, c'est dur. Donc, et puis, les caractéristiques mécaniques de fibres longues, si je fais du recyclage mécanique, j'ai cassé toutes les fibres longues, donc je me trouve juste avec de la fibre courte. Donc, ce n'est pas les mêmes typologies de fibres que je peux mettre après en place dans la fabrication de mes matériaux. Par contre, il y a certains matériaux d'âme. Stratifié, c'est des couches, mais il y a aussi des matériaux d'âme qu'on peut trouver, notamment dans le nautisme, mais pas que. Il y a des matériaux d'âme qu'on utilise en tant que calorifuge, donc pour faire de la maîtrise thermique, notamment dans la fabrication des cylindres et des dômes. Et là, on a fait le choix de remplacer un produit qu'on utilisait traditionnellement, et j'ai envie de dire presque sans se poser de questions, qui était la mousse PU, pour la remplacer par de la mousse PET, qui se présente à la fois sous forme de plaques ou de billes, qui nous permet d'avoir les mêmes performances thermiques, tout en permettant d'avoir une plus grande facilité de mise en œuvre à la production. Bien sûr, le coût d'achat de la matière est plus élevé, donc c'est une solution qu'on se doit de vendre aussi. Donc là, par contre, c'est pas gratuit, mais par contre, on a in fine un produit qui est moins dangereux à mettre en place dans les ateliers, plus vertueux sur le plan écologique et qui fonctionne en plus très bien sur le plan de la performance. Donc pourquoi s'en priver? Quelques réalisations, je voulais quand même vous montrer quelques photos. Donc voilà, la fibre de lin, elle peut se positionner, elle peut se présenter sous différentes formes. Là, vous avez un opérateur qui est en train de préparer un moule pour faire une pièce en RTM, qui est le couvercle que vous retrouvez ici et que je vous ai zoomé là. Là, vous avez un dôme de cuve qui va stocker des saumures. Donc on a fait la structure de fabrication en résine, et en fibre de lin, et en fibre de verre. Il y a quand même un petit peu de fibre verre aussi. Il y a les deux. Et on voit que si la pièce, là, elle est juste sortie du moule, elle n'est pas peinte encore. Donc on a déjà tous ces gains d'opacité. C'est ce qui nous a donné l'idée d'aller sur les métiers du vin pour proposer une offre où les cuves elles sont de plus en plus opaques. Il y a quand même des gains importants en termes de protection des vins à mettre en avant. Et là, vous avez une cuve dont l'enroulement filamentaire, on a intégré du coup ce fameux calorifuge en mousse PET qui nous permet d'avoir une maîtrise thermique avec un produit qui est beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental. Là, on a également fait un petit encart, on voit qu'en fait, toute l'âme de la pièce est composée de ces petites billes PET qui nous permet d'avoir cette maîtrise thermique aussi jusqu'au dôme. Dernièrement, pour les chantiers de 2023, et puis 2024, il y en aura d'autres, on s'est inscrit dans une démarche, alors là encore, et c'est totalement notre politique, faire travailler des entreprises locales qui ont des beaux projets. Donc on est rentré en partenariat avec une société qui s'appelle Créateur de Forêt, qui se fait fort de travailler comme un promoteur de la diversité, si je dois faire le parallèle avec un promoteur immobilier, dans le sens où ils vont se rapprocher de collectivités territoriales qui ont des terrains libres qu'ils n'ont pas envie de voir constructibles pour une question d'artificialisation des sols. Et du coup, ce que va faire Créateur de Forêt, ils vont d'une part assurer une protection juridique qui fait que pendant 99 ans, la parcelle ne sera pas constructible, ce qui laissera le temps pendant une durée de 6 ans d'engager les travaux pour réintroduire la faune et la flore d'origine du terrain, selon l'endroit où c'est positionné. Par exemple, nous, on n'est pas loin du Marais Poitevin, il y a une faune et une flore typiques dans le Marais Poitevin. On peut avoir aussi des paysages de bocage, et la faune et la flore d'un bocage, c'est pas la même que d'un marais, etc., etc. Et de ce fait, ils vont faire intervenir des associations et des entreprises engagées à la fois dans la réinsertion professionnelle et qui vont permettre, in fine, d'avoir sur certaines parcelles une faune et une flore qui sera revigorée d'origine et pendant une durée qui soit longue. Et en fait, l'objet de notre partenariat, pour nous, Rousseau, c'est de choisir des projets à l'échelle locale sur lesquels, pour chacun des silos qu'on va vendre, plus on travaille, plus on va financer des projets, eh bien on va financer 1 mètre carré de la parcelle qui sera revigorée. On se rappelle les chiffres, donc nous on fait entre 1100 et 1200 pièces. Il y a des parcelles qui sont de plus ou moins grande taille, et en année pleine, c'est 1200, 1300 mètres carrés qu'on va venir financer de notre poche pour venir supporter cette société pour qu'elle fasse son travail de repeuplement de la faune et de la flore à l'échelle locale. En plus, ce partenariat, il amène d'autres actions, la possibilité pour nos opérateurs, qui sont de plus en plus demandeurs
de comment se projette la société sur la protection environnementale. Le stratifiant fait ça depuis très longtemps, il faut trouver d'autres idées. On va faire participer un certain nombre d'opérateurs à des opérations de plantation d'arbres, par exemple, qui sont du coup financées par Rousseau, par la société. Il va y avoir des actions de sensibilisation en entreprise qui sont assurées par cette société, qui va pouvoir permettre de faire un rappel auprès des opérateurs. On n'oppose pas l'industrie et l'environnement, les deux peuvent aller de concert, pour que ça se fasse de manière raisonnable. Et puis, possiblement, de faire visiter à nos opérateurs plus tard les parcelles qui sont revigorées, puis que chacune des parcelles qu'on va financer sont géolocalisées. Donc on sait que tel mètre carré sur telle parcelle, c'est Rousseau qui a financé le repeuplement, ce qui nous permet in fine d'avoir demain peut-être un petit panneau, Rousseau a financé, et puis voici quelles sont les essences d'arbres qui sont repositionnées, la faune qui retrouve son terrain naturel, etc. Tout ça fait un cercle un peu vertueux en l'état, avec d'autres projets qui nous amèneront à poursuivre dans cette voie-là. Choix des matières premières plus vertueuses, de plus en plus localisées France-Europe. En tout cas, on a arrêté de localiser toutes les matières premières constitutives vraiment du cœur du stratifié, donc la résine et le verre, depuis l'Asie ou d'autres sources. Plus grande incitation au réemploi des matières premières dans nos fabrications ou au réemploi des matériels quand ils sont repris, quand ce sont des matériels d'occasion. Traitement de nos déchets de production composite vers une filière du CSR, donc un granulé de CSR, ça ressemble à ça, globalement. Un silo, une cuve égale 1 mètre carré préservé pour protéger la diversité à l'échelle locale. Et puis, ça fait toujours bien de le rappeler, on n'est pas des produits jetables comme les poches plastiques et la stratégie du supermarché. Nos produits durent quand même un petit peu longtemps et se réparent facilement. Mais ça se met en avant dans le cadre du cycle de vie du produit, mais ça a toujours été vrai pour le coup. Ça coûte juste rien de le rappeler. Et puis si demain, il y a d'autres solutions de recyclage plus vertueuses, avec nos produits en fin de vie ou nos bords de découpe, comme le recyclage mécanique du thermodure, et bien là, on sera vraiment très attentif à ce genre de choses. En 2024, qu'est-ce qu'on s'est mis sur notre feuille de route ? On va rentrer dans une logique de mesurer spécifiquement le poids carbone de chacun de nos produits en fonction des matières premières qui y sont employées. Ça va nous permettre de scorer en fait chacun de nos produits pour des réponses à d'appels d'offres, et que si jamais ce même type de mesure est effectué, par exemple un silo métallique qui est a priori beaucoup plus énergivore en fabrication, ou d'autres, peut-être de nous permettre de rentrer sur des marchés où ces indices-là sont très importants pour les acheteurs. Ça va nous permettre aussi d'identifier des pièces où, en faisant des shifts matières, pour aller sur des taux de verre plus élevés, des pièces plus légères, il y a des gains vraiment très tangibles sur un changement de mode de fabrication de certaines pièces. Et puis, on va certainement englober tout ça, parce que ça, autant, tout ce que je vous dis là, je vous le déclare, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai ce qu'on fait. Mais il va falloir qu'on rentre dans une démarche de certification de notre démarche, auprès certainement d'un organisme mondialement connu en termes de RSE. On va lui proposer la présentation de notre démarche, chiffres à l'appui, pour qu'on puisse être certifié dans une démarche environnementale vraiment sur le long terme, et qu'on puisse, parce que c'est comme ça que fonctionnent les certifications, elles nous poussent d'année en année toujours à aller un petit peu plus loin, et ça va nous permettre de nous aiguillonner. C'est pas simplement la direction de la société qui aiguillonne sa société pour aller vers là. Si on est aiguillonné aussi par l'extérieur, par un organisme de certification qui dit t'as envie d'avoir une meilleure note, faut que tu ailles plus loin encore dans la maîtrise carbone. Faut que tu ailles aussi coter tes modes de fabrication, pas simplement les matières premières. Donc il faudra aller, c'est l'étape après. Après, il y a un exercice qui se renouvellera tous les ans. Il y a un point de notre empreinte environnementale qu'on ne sait pas tacler à l'heure actuelle, mais il est lié spécifiquement à notre outil de production. Nos outils de production, ils sont ce qu'ils sont. L'usine, il y a certains bâtiments qui datent de l'année des fondations de la société. Donc on sait qu'en termes de maîtrise thermique à la fabrication, il y a de la passoire thermique, il faudrait avoir beaucoup de renouvellement, il y a beaucoup de tâches de manutention qui nécessitent d'avoir des engins de manutention un petit peu lourds sur l'usine. Demain, la réflexion environnementale, elle sera obligatoire dans le cadre de monter un nouvel outil de production. Et du coup, d'ores et déjà, on est en train de rédiger un cahier des charges de ce que nous, on cherche à faire pour l'outil de production de demain, pour qu'on puisse de plus en plus être dans des bâtiments normes en termes de maîtrise des COV, normes en termes de maîtrise thermique, pas de passoire thermique, et puis de bonne intégration dans son environnement, tout simplement. Donc ça sera l'étape d'après. Alors, on va pas monter une usine l'année prochaine, j'aimerais bien, mais non. Mais par contre, d'ores et déjà l'année prochaine, on va vraiment rentrer dans le dur de la conception de nouveaux outils de production, de nouveaux bâtiments qui vont nous permettre
d'aller plus loin que ce que nos opérations actuelles nous permettent de faire, mais vraiment de se projeter dans les 20, 30, 40 années à suivre, comme la société a pu le faire depuis les années 60. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, je suis là encore pour vous pour quelques minutes. Je pense qu'on va vous équiper. Merci madame. Oui, j'avais juste une petite question. En fait, le process est extrêmement intéressant. On est sur un produit naturel. Euh, la question posait sur l'enrobage, sur la protection que vous mettez autour. Est-ce que, au niveau du sourcing, est-ce que vous êtes aussi sur des produits éco-responsables Alors, ça existe. C'est-à-dire qu'il existe, sur les thermodurcissables, il existe des résines dont les matières premières, globalement 3 grosses matières premières, hein, dans les résines thermodurcissables, polyester, vous avez la possibilité de sourcer des résines dont un ou deux de ces éléments de base sont d'origine naturelle, biosourcés. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est comme tout, ça n'existe pas à l'échelle industrielle. Dit autrement, on a des fournisseurs de résine qui sont principalement français, espagnols, ou des fournisseurs de top coat qui sont pour le coup bordelais, donc c'est quand même plutôt des locaux. Donc avoir cette résine d'origine biosourcée, ils sauraient le faire, mais par contre en termes de formulation, ce sera encore du laboratoire. Nous, vous avez compris que les matériels sont un petit peu grands. Là, une cuve, pour nous en standard, ça fait 8 mètres de haut, 3 mètres de large, ça pèse 1,5 tonne, donc tout de suite, si on n'a pas la capacité de sourcer à échelle industrielle ces résines dont tout ou partie des éléments constitutifs sont biosourcés, là pour le coup j'aurais pas du tout le marché pour le faire. Ou alors il n'y aura pas une acceptation du marché tout de suite, ça viendra. On n'est pas chimiste, on est transformateur. Si on n'a pas des chimistes qui à l'heure actuelle sont capables de nous proposer ces résines d'origine biosourcée ou très largement biosourcées, on ne pourra pas faire tout seul dans notre coin. Par contre, ce que nous on sait faire, c'est dans le stratifier, remplacer certaines fibres de verre par des fibres naturelles. Si demain, c'est un peu comme le recyclage mécanique. Si demain j'ai un monsieur Veolia, un monsieur Suez qui me montre des usines qui font spécifiquement du recyclage mécanique pour le composite, ah ben on sera les premiers à lever la main. Parce qu'on sait bien que nous, dans le déroulé qu'on fait, le CSR, c'est une étape. C'est déjà mieux que l'enfouissement, mais c'est pas aussi bien que le recyclage. S'il y a un écosystème sur le retraitement des déchets composites qui existe, et on fait tout avec notre syndicat de la plasturgie pour que justement des acteurs se positionnent pour ça, en leur identifiant les gisements qui existent, les potentiels de marché, les potentiels même à la réutilisation des déchets qui seront issus du recyclage, notamment des fibres, pour la réintégration, pas simplement dans des agrégats dans le bâtiment, pour charger des bétons ou autres, mais pour vraiment être réutilisés dans une production composite, alors là, on sera vraiment très preneur. Donc ça existe, mais pas à l'échelle industrielle. Il ne fonctionne plus. Merci. En fait, la question faisait sens quand vous évoquiez justement l'intérêt de ces cuves dans la protection du vin, notamment par rapport à la lumière. Et quand on est consommateur, la première question aussi qu'on se pose, c'est le contact du vin avec des produits qui peuvent dégager des substances toxiques. Donc voilà, c'était un petit peu la genèse de ma question et de ma réflexion. Alors là, c'est différent. C'est-à-dire que nous, nos fabrications, quand elles sont destinées à du contact aux produits alimentaires, ça obéit à un règlement européen. Ce règlement européen, c'est le EU 10-2011. C'est un super livre de chevet, je vous le conseille pour vous endormir. Et en fait, ce règlement européen, il est spécifique au stockage de denrées alimentaires dans un réservoir plastique. Nous, par extension, on est concerné par cela. Il va déterminer, en gros, 2 grosses familles de limites. La limite de migration globale, je ne dois pas trouver une masse de stratifié dans mon produit. Donc là, c'est des milligrammes par kilo de produits stockés. Ça doit être 60, je crois. Et puis, vous n'avez pas le droit de retrouver un certain nombre de molécules issues du stratifié dans ces produits. Il est évident que du cobalt, on n'a pas envie d'en trouver autant dans un vin stocké qu'un produit qui est inerte au contact alimentaire. Et en fait, ce que nous, on fait, tous les 3-4 ans, on rentre dans une démarche de refonte de nos dossiers d'aptitude au contact alimentaire de nos produits, ce qui comprend déjà la déclaration de nos fournisseurs que les matières premières qu'ils nous fournissent déjà obéissent à ce règlement, ou sont éligibles à la fabrication d'un stratifié qui doit obéir à ce règlement-là. Et de ce fait, ils nous partagent les composés de cette résine-là et les quelques molécules qui sont à mesure de limites de migration spécifiques. C'est ces mesures-là qui sont après mesurées en labo. Nous, on fabrique les échantillons, on envoie en labo, notre stratifié complet, notre structure de fabrication,
Et après, le retour revient, bah, c'est bon, en fait, le stratifié inerte, il n'a pas ses migrations spécifiques sur les molécules qu'on recherche. Et puis, rassurez-vous, les cuves à vin que nous on fabrique, c'est pas pour le faire vieillir. Ça, on laisse les fabricants de tonneaux faire ça très bien. Nous, c'est simplement le jus des raisins qui va après partir en distillation, qui est un processus un peu agressif quand même, et après ça part en vieillissement. Nous, ce que nous on cherche à faire, et c'est pour ça on est très très déjà précautionneux sur l'alimentarité de nos produits, parce que c'est ce qui nous permet de les vendre. Et puis on n'a pas envie de faire n'importe quoi, hein. Il y a des faiseurs, je les citerai pas, mais qui sont beaucoup moins précautionneux que nous. Nous, c'est nos marchés de demain, hein, qui disparaissent dans le vinicole, si on n'est pas vraiment très alerte et vraiment dans le suivi de ces règlements et de l'évolution de ces règlements-là. Et bien c'est pour ça qu'on le fait tous les 3-4 ans. C'est pour s'assurer qu'on est vraiment à la page en termes de respect de la réglementation, tout simplement. Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Bon. Ben, merci à tous de votre attention, du coup. On est plus nombreux à la fin qu'au début, alors je suis content. Merci beaucoup.